Utilisateur, un document FB Travail, c'est dans Images, double clic, Vrai, voilà, choisir. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Et autrefois, j'avais compris pourquoi ça marchait pas. Qu'on active démarrer après 5 minutes. Ah, parce que j'avais pas choisi la fonction. Voilà. Tu vas voir que ça va marcher. Les miracles. Je vais parler. Mais derrière moi, ça sera la ville d'Évry. Je suis appelé à passer pas mal de temps, mais avec bonheur. Tiers livre, on est mercredi, c'est les carnets. Alors, l'idée des carnets, toujours ces petites choses par séquences successives, et dans ces séquences successives, ça m'aide à les empiler brièvement, que j'y arrive ou que j'y arrive pas. Là, j'ai du gros, là, du gras. Et dans le gros et le gras, une fois par semaine, l'idée c'est de vous inviter là, dans mon ordi, avec mon petit clavier, mes gadgets. En gros, l'idée, le rêve, ce serait comme si, une demi-heure par semaine, on travaillait ensemble. Peut-être d'ailleurs à terme en direct, mais j'aime bien l'idée de comprimer, de construire un peu. Pour ça, j'ai besoin de... des fois, je me tombe là, comme ça, sur la tête, sur la table. C'est un sacré dur métier à la vidéo. Ça a l'air de rien, mais je crois que c'est le truc le plus difficile depuis 2-3 ans que j'ai jamais fait tout ce que j'ai entrepris. Sinon, ce qu'on entreprend sur soi-même ou en soi-même ou contre soi-même. Oui, c'est ça que je fais des fois. Je me mets là, tu reprends ta respiration, tu te reconcentres, et paf, c'est parti. Alors je voulais pas aujourd'hui qu'on parte sur un truc ultra sérieux, qu'on milite. Ça m'est venu à Chambéry. Pourquoi il n'y a pas de politique dans vos livres? C'est pas ça. Ouf, la littérature, on garde ça dans le profond. Et c'est des leviers qui peuvent être bien plus profonds. Mais la condition d'être dans ces leviers, faut se mettre dans des autres temporalités, des murs. Il y a les murs du travail et les murs du dehors. Alors évidemment, vous savez ce qu'on a inventé entre les deux? Une porte. Une porte devant, une porte derrière. Donc c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'en disait le brave Sartre. Ou l'excellent Bourdieu. Oui, donc, aujourd'hui, ici, je voulais militer. Militer sur quoi? Militer sur ça. Je ne sais même pas le faire, en fait. C'est la maladie du siècle. Même les gens, quand ils vous parlent, alors je te dis ça, comme ça. Et ils font les guillemets avec les doigts. Vous êtes sur le web, vous voyez une vidéo, le type ou la fille qui vous fait la vidéo, elle vous le dit, et moi je vous dis ça comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, du coup j'ai tellement de haine contre ce truc-là que j'arrive plus. En plus, quand vous faites des guillemets sur l'ordinateur, c'est compliqué, parce que si vous appuyez sur la touche, ça fait des guillemets droits, c'est moche. Alors vous les réglez par exemple sur Word ou les autres logiciels, par exemple Spip, il fait ça tout seul, il y a un petit plugin, et si vous mettez un guillemet de la touche du clavier, il vous met le guillemet anglais. Mais si vous mettez des guillemets à l'intérieur de vos guillemets anglais, c'est juste la touche option guillemet, et c'est un petit guillemet arrondi. Donc le guillemet fait partie de l'usage intégrant des signes de l'écrit. Par contre, est-ce qu'il y en a dans Rabelais? Non. Il y a juste la confiance que c'est celui qui lit à voix haute pour les autres au XVIe siècle, eh bien, interprète la position des voix et les changements de ces registres de voix. Ça, on en a déjà parlé bien des fois ici. Donc, ma tâche, si je vous parle à voix haute, et on est équipé pour ça avec un micro là, et puis le petit truc image que je devine face à moi, c'est de vous dire... Ainsi que disait le bon Rabelais, je ne construis que pierre vive, ce sont hommes. J'eus besoin de mes mains et doigts pour vous faire des guillemets. Mais ce que ça donnerait dans l'usage actuel du langage, ce serait, comme disait le bon Rabelais,
construit que pierre vive, ce sont hommes, fermez les guillemets. Ben, je proteste, il y en a marre, et encore plus dans la vie réelle. Moi je t'ai dit, je t'aime bien. Non, enlevons cette connerie là. C'est comme, là ça veut dire, je te téléphone. Enlevons ces conneries. Séquence 2. Attendez, je l'avais gardé sur mon écran. Si je le sors, on va le mettre ici. Je vais le mettre en grand écran. Et je le lance. Alors vous voyez pas, je vous le remets sur le petit truc. C'était sur Twitter. C'est une petite publicité de 6 secondes qui tourne en boucle. Elle vient de Monoprix. Si vous cherchez sur le web, si vous ne savez pas ce que c'est que Monoprix, les copains québécois, tout ça. Bon, enfin, nous, on a des Monoprix. Alors, Monoprix, c'est ça l'idée. Dans la boucle, un petit coin qui descend, un petit coin qui remonte. Vous habitez un logement trop petit, eh bien, vous achetez un grand poster, taille d'une porte, et vous le mettez sur le mur, ou vous le mettez à côté de la porte. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Un faux sapin de Noël, un sapin de Noël en trompe-l'œil. Je le vois, il y a des boules, il y a des guirlandes, et puis il y a des cadeaux posés aux pieds. Et puis vous allez encore un peu plus loin, vous avez une cheminée bourgeoise, mais pas trop quand même, hein, on n'est pas trop chez les riches. Et puis au-dessus, une espèce de petite couronne, c'est des trucs avec plainte et moulure, les plafonds à plainte et moulure, il y a ça dans tous les HLM. Et puis vous avez l'impression que dans votre appartement, il y a une autre pièce derrière. C'est la pièce où il y a les cadeaux, c'est la pièce où il y a les lumières, c'est la pièce où il y a les guirlandes, c'est la pièce où il y a les marques bourgeoises. C'est-à-dire que tout ce qui est bien, en somme, c'est toujours dans la pièce à côté. C'est que tout ce qui est bien, en somme, c'est toujours ce qui est fait en trompe-l'œil. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un trompe-l'œil, quand vous voyez ça en ville, ça se prétend toujours pour être du vrai. Et bien là, non, on vous dit, achetez-vous un trompe-l'œil. Et même, il y a une part collaborative, puisqu'on est sur Internet et qu'il s'agit de vendre pour Monoprix. Dites-nous quelles seraient vos idées pour un trompe-l'œil du bonheur. Et là, moi je vois là-haut, Ernst Bloch, Theodor Adorno, Horkheimer, et bien d'autres. Qu'est-ce qu'on se ferait pas comme utopie en trompe-l'œil pour supporter le présent? Alors ça donne des tas d'ouvertures. Est-ce que la littérature tout entière ne serait pas un trompe-l'œil de cette sorte qu'on applique aux cloisons étroites du réel? Et ça renvoie à la question politique précédente. Alors est-ce qu'on fabrique des trompe-l'œil ou est-ce qu'on s'amuse à faire que si tu te jettes la tête contre le mur du sapin à Monoprix, t'es plus tout à fait dans le trompe-l'œil, mais que boum, ça éclate quand même et qu'il y a des trucs qui coulent sur les parois du monde. Là, on y est dans la littérature. Ah, attendez. Si on prend vraiment au sérieux cette idée-là, je vais le retrouver par ici. C'est Facebook, en gros, qui me sert de carnet. En ce moment, il y a un truc vachement intéressant qui se passe, une espèce de petite modulation un peu sourde, c'est-à-dire que pour les histoires de consommation, toujours, ah, regardez les pubs, ah, regardez tous ces machins, ah, regardez ce qui nous matraque, ah, le Black Friday, ah, le machin truc, les Fnac et tous ces trucs. Et puis, se dire, ouais, mais toi, consommateur, est-ce que tu prends tout ce qu'on te bourre dans la gueule? Non. Donc, exerce ta responsabilité. Et si tu leur fais sentir ta responsabilité, ils prendront différemment. Ils le feront autrement. Ils le feront autrement, et peut-être qu'on leur baissera un peu le caquet. Donc la question, c'est pas les forces en face. Les forces en face, elles agissent toujours dans le sens immanent à ce qu'elles sont en tant que force. Elles sont sourdes, elles sont méchantes, elles sont brutales, elles sont violentes. Et ça vaut aussi pour la politique. Nous, pour faire du café de comptoir, là on est dans les carnets, il y a une noblesse. La littérature est notre noblesse. Donc Facebook, j'assume, me sert de petit carnet personnel. J'ai d'autres carnets. En ce moment, c'est même un petit peu mon rituel. C'est pour ça, là, exceptionnellement, c'est la première fois de ma vie que j'enregistre ces carnets-là. Et il n'est même pas 9h du matin, il fait encore nuit dehors. J'ai mis mes petites loupiottes.
Je parle pas trop fort. Alors, j'ai ce logiciel, j'en parle souvent, ça s'appelle Ulysse. Quel beau nom, Ulysse. Ulysses. Et c'est des petits carnets, et là j'appelle ça notes pour moi. C'est des petites phrases qui viennent. Là, c'est les choses qui concernent les vidéos. Puis là, de temps en temps, vous partez sur un texte. J'aime bien Ulysse parce que c'est une base de données. Bon, elle s'actualise en même temps sur mes autres outils. Je peux la reprendre en direct ou relire, plus relire que réécrire. C'est peut-être une inflexion aussi. On quitte un petit peu ces machins-là pour revenir à ce lieu fantastique qu'est la station de travail. Si c'est le petit ordi, le portable, on le prend sur les genoux, on l'emmène sur un canapé, on l'emmène au bistrot, on l'emmène dans le train, mais ce lieu d'activité, si on est là, on est dans un lieu d'interactivité avec hiérarchie verticale. Ce sera toujours plus fort la masse traversant ce petit truc qui vous rejoint par de toute petite intimité. Si on est là, on est mieux pour boxer. Le matin maintenant, je commence par 45 minutes, 50 minutes. Il y en a qui disent c'est de la méditation pour eux. C'est vachement important, c'est pratique de se concentrer sur son mental. Je pratique aussi, mais pas trop dans cette chambre. Par contre, cette idée de rester le matin face au texte. Il vient une ligne, il vient 3 pages, c'est pas très grave, mais essaye d'avoir ce moment-là, tu verras. Essaye d'avoir ce moment-là, même en tenant plus longtemps que s'il vient rien. Juste être bien et avoir ce moment de silence où tu dis laisse venir des phrases. Bon, tu peux prendre des livres, tu peux prendre ça peut aider, ce vieux machin livre. Donc je me sers de Facebook, et si je vais sur mon Facebook qui empile, mais si je marche un petit peu, je devrais le trouver assez facilement. C'est incroyable tout ce que je balance, beaucoup trop. Mais on pourrait faire l'histoire de... Ça serait bien peut-être une fois, en une semaine, je reprenne l'histoire de tout ce que j'ai balancé en une semaine sur Facebook. Si je le balance pour moi, pour la petite communauté pointue qu'on est, ou si c'est pour faire pression sur l'extérieur, je crois que je l'ai dépassé sans le voir. Je remonte dans l'autre sens. Je crois vraiment que je vais le faire, un de ces quatre, prendre qu'est-ce qui est passé en une semaine sur mon Facebook. Ça doit être par là. Ce serait même ici. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Parce que l'image de la vidéo, elle est un petit peu trop compliquée. Il y a un tag, il y a un petit bout de Paris, il y a un appareil photo Canon, c'est ça. Je la lance, cette vidéo. On va se la mettre en grand écran. Ça passe dans le casque. Si je mets le casque sur le micro, je ne sais pas si vous entendez. On va voir. Ce type m'assied. À part qu'il est mal rasé. Je le laisse défiler. Comme ça, de toute façon, c'est facile à retrouver. Pourquoi il m'assied, ce gars? Il fait quoi? Il fait comme moi, sauf que je pourrais être son père. Il a des lunettes un peu comme moi, avec les mêmes reflets bleus des loupiottes et d'écran. On sait pas trop. Ça, il met un casque, comme je fais moi aussi. Il fait une enquête sur le web. Alors son enquête, il va le tenir pendant 16 minutes à peu près, seul à la voix. Et ça, je trouve ça hyper fortiche. C'est pas un exercice fastoche. Il prétend pas que c'est littérature. Il le fait vraiment comme ce partage oral du vieux conteur, de la tradition du conteur, sauf qu'il n'est pas vieux. Et est-ce qu'il se prend pour un conteur? Mais le pire, c'est que même pas. Alors il parle de quoi? Il parle d'un truc sur Twitter. Et ce truc sur Twitter, moi aussi, je l'avais vu. Vous savez, il y a toujours un appel à l'empathie. On compte sur l'empathie des autres. C'est-à-dire, il y a souvent ces hoax, comme on dit. Il y en a un peu moins ces temps-ci. Un petit enfant dans un hôpital, il faut lui faire vite une transfusion. S'il vous plaît, partagez le truc. Ou j'ai perdu mon chat, monsieur, madame, j'ai perdu mon chat, partagez-moi. Et puis on voit ces messages qui se diffusent. Oh. Des fois, c'est fatigant. Et là, tout d'un coup, pourquoi je me suis fait piéger? L'appareil photo, je l'ai là. L'autre jour, ça m'est même arrivé en lecture avec Pifarelli. Donc souvent, je filme un peu le making-of. Puis on part spectacle, machin truc. Il y avait 80 personnes. Et puis, tout à la fin, je dis, ah merde, mon appareil, où il est? Et en fait, j'avais fait une photo de l'entrée. Il y avait une table juste tout près de l'entrée. Et je l'avais posée là. C'est-à-dire, tous les gens étaient passés près de l'appareil, étaient repartis dans l'obscurité, etc. Ah bah, mon appareil était resté là. Et du coup, tu as toujours cette frousse rétrospective, parce que je pourrais pas m'en acheter un autre. Déjà, c'est bien difficile. Heureusement qu'il y a vos petites cagnottes des fois pour aider. C'était ça l'annonce, C'était ça l'annonce.
de ce message Twitter. Dans un arrêt de bus, un joli appareil Canon, pas n'importe quoi, hein, un 6D ou un machin comme ça, ou un 90D, je sais même pas si le truc était... Mais en tout cas, il y avait un objectif, un vrai objectif avec le petit truc rouge, là, les L. Moi aussi, j'avais investi dans un quand j'étais encore avec mon Canon. Vous voyez le mastoc, hein. Ça fait pas loin de 800 grammes. Un 24 mm, 1.4, hein. Fait des images sensationnelles. Alors j'ai une bague là, un petit machin là, speed truc pour le brancher sur cet appareil, mais du coup il n'y a plus l'autofocus, et puis du coup on retrouve cette lourdeur. Alors pourquoi je fais ça? Ben, j'en profite, hein. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'un 24 à 1.4 et Canon, là en ce moment, faites-vous votre Noël, je leur vends d'occasion. Et ils parlent toujours, hein. Ils ne s'affolent pas. Retour aux choses sérieuses. Donc, dans un arrêt de bus avait été trouvé un appareil Canon avec son objectif série L avec la petite ligne rouge. Donc franchement, tous ceux qui ont un réflexe ou un appareil ou qui savent qu'est-ce qu'on met, nous, de symbolique, d'intime, d'important dans ce qu'on fait de photos, de films, on se dit, il y a cette générosité, cette solidarité. Oh, putain, le mec, il a laissé son appareil dans l'arrêt de bus. Faisons circuler par Twitter, peut-être que ça va lui revenir et on va lui redonner. C'est généreux. Et donc, tout d'un coup, ce message Twitter avec... Moi, j'avais vu ça, puis après, ça reste dans les trucs. Tiens, peut-être qu'on enverra des nouvelles du machin. Mais oui, ça reste. Et ben, lui, il reprend l'histoire. Lui, cette histoire, il s'était accroché. C'est-à-dire qu'il y avait eu un petit hashtag. Canon perdu, ou je sais plus le truc. Et moi, j'avais jamais entendu parler des ARG. Les jeux en réalité alternative. Non, c'est pas augmented, c'est Alternative Reality Game. ARG. Hey RG. Hey RG. Hey RG. Jeux en réalité alternative. Eh ben, on s'est tous fait couillonner, les mecs. C'est-à-dire qu'ensuite, il y avait ce petit hashtag, puis il y avait tous les gens qui retweetaient. C'est-à-dire que, en gros, lui, il a compté. Lui, il n'en est pas, attention. Il prétend n'avoir pas été l'initiateur de ce jeu. Simplement, c'est tellement à compartiment, c'est tout ça que on peut douter. Enfin, sauf qu'apparemment, il vit à Lyon et que ça aurait été difficile. Enfin, donc, 15 000 personnes ont retransmis ce message. Et il en fait une histoire. Alors, ce qui est beau dans l'histoire, c'est ça aussi qui nous fait piéger. Vous voyez, les petits écrans qui alternent, c'est-à-dire qu'il nous cite, il nous donne des preuves. Il donne les preuves par copie-écran de tout ce qui se passe sur le web à ce truc-là. La personne qui mène le jeu, on ne sait pas son identité. C'est, là encore, juste un compte Twitter avec une construction d'identité. Et là, on est dans le classique. Mais à mesure de ses retweets, il donne l'histoire. Alors, ça, on avait eu ça aussi, vous savez, dans le Madeleines Project de Clara Baudou. Expérience formidable. C'est-à-dire, je loue un appart, il y a une cave. Dans la cave, je trouve une correspondance. J'explore cette correspondance, je mène l'enquête, etc. Et là, on avait une base apparemment réelle. Et ça a fait un projet... Bon, je fais une vidéo là-dessus quelque part. Oh, il y a trop de digressions dans mes affaires. Qu'est-ce qui compte là? C'est que le gars, pour renchérir, il dit j'ai enlevé la carte SD de l'appareil. On est dans un geste tout à fait habituel, tout à fait quotidien, tout à fait réel. Et puis, il ouvre la carte SD en disant est-ce que ça va m'aider à trouver le nom du propriétaire? Non, il trouve un fichier. Dans ce fichier, par contre, il y a un emboîtement de fichiers. Et là, c'est une histoire rigolote parce que, par exemple, là, il y a un appel à un truc collaboratif. C'est-à-dire, j'arrive pas à ouvrir ce fichier parce que c'est marqué ci, c'est marqué ça. Et donc, les braves gens du web, les geeks, comment ils se font couillonner, eux? Ils disent, mais non, mais attention, ouvre le fichier JPEG parce que c'était une image, mais l'image était illisible. Et mets zip à la place de JPEG à la fin. Le gars, il le fait. Évidemment, c'est du piège. Et quand il ouvre le zip, là, par contre, un truc en cascade sur une manipulation, là encore relativement simple. Si vous connaissez Kenneth Goldsmith, écriture sans écriture, on n'est pas dépaysé. Mais tout d'un coup, c'est une série de 50 000 fichiers qui s'ouvrent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là encore, les geeks qui donnent des tuyaux. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et puis finalement, on arrive tout au bout. Il y a quoi? Vous savez, comme ces espèces de poupées russes, poupées gigogne. Eh bien, il y a une série de photos, et c'est une série de photos toujours du même personnage, une fille.
Et là, encore, les geeks qui se... Eh ben, passe là, on recherche inverse image sur Google. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on recherche Google, on tombe à un personnage, et il y a un numéro de téléphone sur ce truc de reconnaissance Flickr ou autre, enfin, un truc dans ce genre-là. Et puis, qu'est-ce qu'il fait le gars? Ben, il dit, je vais téléphoner pour savoir. Et ça répond jamais. Et là, il commence à recevoir un message. Vous n'auriez pas dû appeler ce numéro de téléphone. Voilà l'histoire que le pseudonyme, c'était Eiffel 1812. Tout ça, c'est raconté. C'est une vidéo qui m'a scotché d'un bout à l'autre. Alors, j'en ai retrouvé d'autres du gars. Ouais, il est fortiche. J'ai retrouvé d'autres choses de ces jeux en réalité alternée. Et ça revient à ces trucs de trompe-l'œil. Ça va être ma transition de fin et de sortie. Qu'est-ce qu'on fait d'autre que d'essayer de rendre la réalité alternative qu'on construit ici avec nos outils de fiction comme un mode de réalité susceptible de changer, déplacer, faire trembler l'autre réalité triste et banale qui est autour de nous. Et il se marre en plus en racontant son truc. Il y a peut-être des pistes. Point suivant, ça va encore être une histoire où j'ai besoin de l'ordi. Alors là, c'est un PDF. Alors attention, je prends mes précautions, je suis pas du tout l'ennemi de ça. Plein de noms que je connais, c'est juste des questions. C'est pas. Alors a priori, c'est une belle expérience. Ça. Résidence d'écrivain inclusif écrivaine de 15 mois, avril 2021, juin 2022. Alors, on peut se dire, bah dis non, avril 21, juin 2022, ils prennent leur temps, les gars. Hein, c'est-à-dire, dans 1 an et demi, voilà ce que tu feras. Dans le cadre d'un projet de recherche, Parole de ville, de l'université, etc. Ah, nous, on l'appelle la fac de Marne-la-Vallée. Non, ça s'appelle plus Marne-la-Vallée, ça s'appelle Université Gustave Eiffel. Vous vous en souviendrez? Pas moi, c'est pas grave. Présentation de la résidence. Le projet de recherche porté par professeur en littérature contemporaine a pour objectif, sauf que je ne le connais pas, d'étudier les représentations de la ville future en vue d'identifier... Ah ben ça revient, on est encore dans le sapin de Monoprix. Hein. D'identifier les facettes des imaginaires futuristes urbains, le futurisme c'est 1920, notamment en matière de changement climatique, c'est bien, c'est dans l'air du temps, mais on est tous concernés. Il réunit des chercheurs, des chercheuses de différentes disciplines, littérature, géographie, très bien, musique, très bien, informatique. Bon. Là tu te dis, waouh, un truc transdisciplinaire sur ville, climat, imaginaire, you, le bonheur pour un auteur. Point E. Mais aussi d'autres acteurs, architectes, ONG, bien. Il a pour originalité de combiner recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche-création, plus lien vers le projet sur hypothèse.org. On est dans le 100% total. La résidence des écrivains que nous proposons repose sur une démarche de recherche-création. Elle part du postulat que la création littéraire est non seulement un moyen de diffuser les connaissances auprès du public, c'est-à-dire si tu veux toucher des sous, des organismes qui te financent, tu as intérêt à te dire que ça vient que c'est à destination du public, hein, sinon... Vous écrivez pour qui, monsieur? Mais j'écris pour moi. Ça a râpé, passe ton chemin. Mais aussi un moyen de produire des connaissances par d'autres processus que la recherche académique. La recherche académique a la supériorité évidente sur toute production de savoir. Et la littérature est intéressante, même quand elle parle d'imaginaire, en tant qu'elle produit des savoirs. Alors là, du coup, moi, cette langue de bois, là, tu te dis, attention, les mecs, t'arrives, mais tu t'essuies les pieds sur le paillasson avant de fréquenter la recherche académique. Et puis, tes conneries, là, tu vas parler des sapins de Monoprix, là. Non, savoir et connaissance, c'est où, là? Dans ton petit machin bousin. Continue. La résidence est d'une durée de 15 mois. Pendant cette période, alors toujours ce truc, alors là, c'est le serpent de mer. Alors moi, je m'étais fait insulter la première fois que j'avais levé ce lièvre-là. 30% du temps de l'activité de l'écrivain .e seront consacrés aux actions menées dans le cadre du projet de recherche et 70% seront consacrés à l'écriture d'une ou plusieurs œuvres destinées à être publiées en format papier et ou numérique. La résidence sera précédée d'une phase d'immersion de mai 2020 à mai 2021, pendant laquelle l'écrivain sera invité à partir. Voilà, donc en gros, on a les 15 mois, en fait ça commence en mai 2020, donc là les délais en fait, c'est beaucoup plus clair le truc. Avril 21, juin 2022, c'est-à-dire qu'il y a 15 mois
qui commence d'avril 21, et en même temps de mai 2020 à mars 2021, on t'invite, mais là c'est pas payé. C'est pas dans les 15 mois de rémunération. Alors par contre, il y a ce truc. Alors autrefois, il y a encore pas longtemps, ouais, j'ai gagné, j'ai obtenu cette victoire. La phrase typique que tu trouvais dans tous les machins de résidence, allez voir dans mon site, c'est facile à trouver. 30% du temps de l'écrivain seront consacrés aux actions menées et 70%. Et nous, on dit, mais c'est quoi le temps de l'écrivain? Tous les résidences, quand c'est des résidences territoriales, tu dors sur place. C'est-à-dire 30%, c'est 8 heures par jour. Et puis alors tu dis, oh non, 30% de 35 heures hebdomadaires. Mais 35 heures hebdomadaires, qu'est-ce que c'est? Toi, t'es combien là? De 6 heures du matin à 11 heures du soir, et puis ça. Et si je prends toujours, tenez, j'ai mon Foster Wallace là, en attente de chronique, si je lis Foster Wallace un soir à 22h, est-ce que c'est du travail ou pas du travail? Est-ce que c'est de l'activité d'écrivain ou pas de l'activité d'écrivain? Mais bien sûr, pour moi, c'est de l'activité d'écrivain. Alors, 30% de quoi? Alors, par exemple, dans mon contrat que j'avais titulaire d'écriture en école d'art, c'était clair. C'est-à-dire qu'on doit 448 heures annuelles en présence d'étudiants, plus les tâches de recherche, d'assemblée, d'équipe collective. Bon, on est dans le régime du travail et c'est salarié. Donc là, c'était en CDI jusqu'à la limite d'âge de la fonction publique, c'est-à-dire jusqu'à mes 66 ans et 2 mois, donc jusqu'au 24 juillet dernier. Après, on me dit « Oh, t'es en retraite !» En retraite de quoi? Je fais je me mets en retrait de la lecture, je me mets en retrait de l'écriture, je me mets en retrait de parler sur la condition de l'auteur. Non, je suis pas à la retraite, les mecs. Bon, je reviens à mon machin. Donc là, 30%, alors là, il y a cette finesse rhétorique, je trouve génial. 30% du temps d'activité de l'écrivain. C'est-à-dire, t'es actif 12 heures par jour parce que 9h, 21h, moins le repas et la sieste, 7 heures par jour, donc ça te fait que tu dois 2 heures. Alors 30% du... Non, c'est-à-dire à quel endroit commence pour l'auteur la question du travail salarié? Alors c'est un pacte social, tu entres dans une équipe. Eux, ils sont comment rémunérés? C'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, alors je ne veux pas insister, je ne veux pas être lourd et tout, parce que je suis hyper content qu'il y ait ce mot activité. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que maintenant la phrase, ça ne marche plus, mais manque de peau, on n'y est pas encore. Alors, je continue, puis on va arrêter ce machin, on ne va pas rester 3 heures. D'autant que je vous dis, j'ai un a priori très positif. L'écrivain.e participera à l'ensemble des événements scientifiques, séminaires, colloques. Colloques, ils savent faire que ça, en fait, les copains. On va revenir après, d'autres qui le font bien. Il pourra aussi ponctuellement animer des ateliers d'écriture. On est bien conscient que ça, on te le demandera poliment, parce qu'atelier d'écriture, c'est pas le savoir noble. En lien avec la thématique du projet, c'est-à-dire il s'agira d'écrire. Tu vas pas faire un atelier sur Artaud ou Edmond Jabès. Tu feras un atelier en lien avec les thématiques afin de rendre compte et à tenir un blog. Ça aussi, j'ai vachement apprécié. C'est-à-dire qu'autrefois, on nous prenait pour des tocards parce qu'on faisait des blogs. Là, maintenant, l'idée de tenir un blog, alors c'est un peu en même temps bizarre parce que tenir un blog, ça veut dire tenir un blog sur quelle plateforme? Ça pourrait être l'université s'engage à fournir une plateforme pour que l'auteur puisse diffuser son blog. Ça pourrait être, non voilà, démerde-toi, hein, tu l'ouvres toi-même, tout ça. Ou alors se dire, l'université mettra ses moyens numériques relaiera partout l'ensemble de ces vecteurs, ce que l'auteur publiera dans son propre blog. Bon, on est dans le détail. La création littéraire attendue en fin de résidence pourra prendre différentes formes selon les réponses apportées à l'appel à projet. Bravo à l'ouverture. Un cahier des charges minimal sera défini. L'écrivain aura la marge de liberté nécessaire pour s'approprier le sujet. Là, par contre, tout ça à chapeau. C'est plus marrant quand il disposera d'un espace de travail sur le campus tout au long de la résidence, bureau, ordinateur. Franchement, quand tu sais les ordinateurs qu'il y a sur les facs, vaut mieux amener le tien. Et en gras, et pourra accéder librement aux différents espaces de l'université pour écrire, bibliothèque, elle s'appelle Georges Perec, ça par contre, chapeau, salle de coworking du bâtiment Ada Lovelace.
C'est-à-dire que tu auras le droit d'aller à la bibliothèque avec ton laptop, si tu veux. Candidature, mode d'emploi, c'est là où je voulais finir. Premier dossier doit être envoyé par email avant le 27 janvier 2020. Les candidats retenus sont invités à une journée d'études le mercredi 12 février. Et là, c'est marrant parce que, en fait, ce qu'on vous propose, je l'ai sauté, mais c'est marqué. C'est-à-dire que pendant 15 mois, d'avril 21 à juin 2022, vous êtes payé, en gros, mensualisé, 2200 brut, ce qui fait 1800 net. En gros, c'est un petit peu ce que je gagnais au bout de mes 6 ans en tant que prof à l'école d'art Cergy, ministère de la Culture. Bon, c'est très bien. Par contre, il y a ce truc-là, c'est-à-dire devront envoyer un texte inspiré de cette première immersion. Alors c'est ça, en fait. Le mercredi 12 février, on vous fait un concours d'admission. C'est-à-dire que si vos dossiers sont retenus, on vous invite le 12 février à être à plusieurs, et puis vous devrez rendre un texte. Vous écrivez un texte sur ce que vous aurez vu, retenu, traversé ce mercredi 12 février, que vous rendez avant un mois, avant le 15 avril 2020. Donc c'est bon, hein, pour faire 10 pages. Et à ce moment-là, les résultats seront annoncés début mai 2020. Alors, c'est juste ça. En plus, il précise que pour ce concours, vous allez recevoir 220 €. Vous vous rendez compte? C'est là où je voulais finir. C'est là ça m'a vraiment chiffonné, choqué. C'est-à-dire, pour avoir droit à une bourse qui est, somme toute, je dis pas qu'elle est insuffisante. Je dis juste que elle comporte des clauses quand même un peu étranges. Enfin, en tout cas, qui ne sont pas suffisamment précises sur ce temps de l'écrivain, temps de création, temps d'activité de l'écrivain. Bon, laissons passer. Mais c'est ce truc, c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire, en général, tu vois, par exemple, les bourses Île-de-France, qui sont peut-être d'ailleurs financeurs de ça, j'ai pas regardé, tu déposes ton dossier avec l'organisme, c'est-à-dire que tu élabores ton dossier avec l'organisme, et puis ensuite il y a une commission qui choisit les dossiers, et puis tu es informé si ton dossier est retenu ou pas. Non, là non, il faut que tu viennes sur place. En gros, c'est concours d'architecture, sauf que c'est un peu plutôt comme on fait du recrutement chez Manpower, quoi. C'est-à-dire, on te convoque pour une audition, et puis on te montre des trucs, et puis ensuite tu as le concours d'écriture. Pour 220 balles, tu as un mois pour faire tes 10 pages, plus venir sur place, et puis ensuite, on en retient un. Et puis 10 mois plus tard, il aura son petit salaire. Voilà, il y a quelque chose qui m'a choqué. Enfin, si c'est un concours comme les architectes, c'est-à-dire qu'on nous dit clairement, 5 candidats seront retenus à l'essai, premier parcours de sélection, etc. Mais là, c'est pas 220 balles quand même. C'est un petit peu marre, quoi, la façon. Alors évidemment, moi, ça me concerne pas, je suis pas candidat, tout ça. Mais ça me mâche, ce mépris de l'auteur. Point suivant, avec le doigt bien haut. On va rester à l'université. C'est très université aujourd'hui. Et vous avez vu que j'ai dit aucune méchanceté. Alors là, appel à communication, visualité et visualisation du texte littéraire en régime numérique. Et là, bam, là ça m'a explosé la gueule, quoi. C'est-à-dire visualité, c'est-à-dire comment je fais apparaître le texte sur l'écran, et visualisation, comment je regarde le texte sur l'écran. Du texte littéraire, c'est-à-dire, je ne sais pas où ça commence, où ça finit, mais c'est une question. En régime numérique, et là on ne dit pas sur l'ordinateur, on dit en régime numérique, c'est-à-dire si vous faites apparaître le truc sur ces lunettes qui associent des métadonnées, c'est-à-dire je balaye mon truc, je vois, attendez, je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Mon œil s'arrête sur, dans ta bibliothèque, 3,8 mm d'épaisseur, parce que j'ai mon grade d'eau par là. Normalement, j'ai toujours mon grade d'eau par là. Évidemment, quand je cherche des trucs, il n'y est plus. Octet grade d'eau. J'ai l'air malin, tu vois, là, je voudrais me gratter le dos, et je pourrais même... Oh, peut-être qu'il est tombé par terre. Et puis, je suis sûr qu'à peine j'aurais fini la vidéo, qu'il me retombera sous les mains. C'est quand même littéralement incroyable. Il était tombé par terre.
C'est un peu logique, normal. La vie réelle nous emmerde. Pourquoi on fait du web? Parce que la vie réelle est mal faite. Les choses tombent par terre. Normalement, je devrais le laisser là. Et il flotte, puisque c'est mon gratte d'eau. Et cette petite réglette, elle me dit que ce livre fait 4, il fait... Ah non, attendez. Il fait pile 4 cm d'épaisseur. Il ne passerait pas à la poste. C'est pour ça que je l'ai eu en colissimo. Et donc, on vous dit, truc jaune, machin, pas encore classé. Et donc, ta lunette interprète. Ce serait-il pas ton David Foster Wallace? Et puis, oui, David Foster. Et pourquoi tu l'as acheté? Parce que tu avais vu la vidéo d'Azeli Fire, etc., etc. Donc, régime numérique, c'est beaucoup plus que mettre un texte à l'écran. Alors, déjà, ce titre, tu dis, oh là là, il se passe quelque chose. Colloque international, en fac, c'est toujours international. Tu trouves toujours un copain de Belgique ou de Suisse qui est prêt à venir. Et là, de Montréal, page web du colloque, organisation, comité scientifique. Alors, ça me fait toujours un peu rigoler, les comités scientifiques. Enfin bon, c'est bon, quoi. Comité des gens qui prennent le café ensemble pour en parler, ça suffirait. Mais là, il n'y a que des copains. Michel Bernard, grand respect. C'était à l'origine Litor, enfin peut-être Patrick Rébolard va me tomber dessus, je sais pas, enfin Mélusine, voilà. Serge Bouchardon, de l'UCP, Compiègne. Johanna Drucker connaît pas. Par contre, après, il parle de son boulot à cette dame. Des gens de la Sorbonne. Et évidemment, Alex Geffen. Évidemment, Alexandra Samer. Évidemment, enfin non pas évidemment, mais c'est peut-être ça qui explique en fait, c'est Stéphane Vial. J'avais rencontré un Nîmes, c'est quelqu'un qui maintenant travaille à l'UQAM, à Montréal, donc sur ces questions du design numérique. C'est pas l'habillage d'une page, c'est le fonctionnement, l'interactivité, la gestuelle, etc. Donc, par contre, ce que je trouve là, en même temps après, tu te dis, waouh, Bouchardon, Geffen, et Vial, Alexandra Semer, dans le même truc, tiens, là, il y a quelque chose. Et tout d'un coup, tu te dis, waouh, le titre, visualisation. Et moi, c'est ça qui compte. Le colloque, en fait, je sais pas si j'irai ou j'irai pas, parce que de toute façon, c'est pas mon truc, mais, puis on m'a pas invité, mais c'est se dire, ben, tout d'un coup, tu sais que dans ton rapport à ta page écran ou dans les petites notes que tu prends sur ton Alice's, tu vas avoir déjà cette dualité dans les deux sens, ce truc qui vient visualisation, tu vois, et ça vaut aussi bien pour le régime de comment tu travailles toi, tout seul, avec ton outil, que dans ce que tu en publies, donc, puisque apparemment Lionel Ruffel n'est pas dans le coup, mais dans ce que la publication sur la page écran change à cette idée et juste avec ce truc du régime numérique. C'est Pascal Mougin, l'organisateur, et donc avec Geffen. Pour moi, la date, c'est le 10 février, de 17h à 19h. C'est ça qui est bien aussi dans, vous voyez, ce truc. J'avais même pas fait le rapprochement, seulement au bout d'un moment. Geffen et Mougin font, avant ce colloque, bah, tout simplement, ils nous passent sur le grill. Donc, je participerai pas, je suis pas invité à Visualité, machin, mais le 10 février, ce sera vers Paris 1, donc en général, c'est sur la Maison de la Recherche, enfin, c'est boulevard Saint-Germain, près du coin de boulevard Saint-Michel, 17h, 19h. Si vous êtes libre et que vous êtes dans le coin, venez, on va parler un peu de tout ça. Alors, juste, je voulais finir là-dessus. Il y avait une petite... Alors, il parle ensuite, dans tous les cas, l'ontophanie numérique. L'ontophanie numérique, bon, laissons passer. Il faut bien qu'ils s'amusent, nos copains universitaires. De Mallarmé, Harubo, c'est très très bien. Dans le lieu des imageries littéraires, Geffen 2015. Ouais, c'est les trucs les plus simples qui sont importantes. Littéraire comme imagerie, ben ouais, ça revient à du médiéval et tout ça. Notre Alex, il y a longtemps qu'on le connaît. Les nouvelles visualités comme les nouvelles visualisations rapprochent les auteurs et les chercheurs concernés des concepteurs de sites et d'applications, des graphistes, d'infographistes, des artistes visuels. Ouais, là, ça sent le Alexandra Semer. C'est elle qui a rédigé ça. Vial 2016, Mazur 2017. Quel est ce Mazur? Eh ben, peut-être bien que ce serait le Mazur qui nous a fait le Willem Flusser post-histoire. Tout ça, c'est
C'est ça qui est important dans ce petit monde, tout ça. Voilà. Il sera l'occasion d'un dialogue entre les différents acteurs concernés. Sauf que nous, le dialogue, si c'est le 10 février, mais après, moi je vais faire mes trucs. Nous, on est sur le terrain, quoi. Et puis on est sur nos machines. Auteur, alors là, non, les copains. Je répète, non, les copains. Auteurs adeptes de l'écriture en ligne et artistes de l'écrit numérique. Alors là, et je vise particulièrement Alexandra. Alexandra, 2020, c'est une année paire. Eh bien, je retiens ta phrase. Auteurs adeptes de l'écriture en ligne et artistes de l'écrit numérique. Eh bien, en 2021, ce sera année impaire. Et la phrase, Alexandra, ce sera artistes adeptes de l'écriture en ligne et auteurs de l'écrit numérique. Et tous les ans, année paire, année impaire, on changera. Auteurs adeptes de l'écriture en ligne et artistes de l'écriture numérique, on permutera. Parce que là, si c'est pas un coup en vache, qu'est-ce que c'est? Je suis un auteur adepte de l'écriture en ligne ou un artiste de l'écriture numérique? Eh ben, croyez-le, dessous, il y a lourd, il y a lourd. Mais c'est en bonne amitié, c'est en bonne amitié, c'est en bonne et longue. Alexandra Semmer, c'est qui? C'est la seule, une fois, elle a fait une intervention dans laquelle elle avait pompé une improvisation à la basse que j'avais fait à Québec, tout seul dans ma petite piole, et qu'il l'avait mise sous son propre texte. Waouh! Quant à Bouchardon et tout ça, ils le savent que c'est du solide. Le point suivant, j'étais... Ah, l'autre jour, je suis allé quoi? Il me fallait quoi qui fait que je suis allé là-bas? Il me fallait un détendeur pour la bouteille de gaz de la cuisinière. Ça m'a coûté 13 balles. Donc, t'es à Brico Dépôt, je demande à un gars où c'est que je peux trouver, je montrais mon vieux détendeur, il me dit, vous passez tout droit cette allée, vous tombez sur le mur, vous allez à gauche, vous continuez à marcher, vous passerez devant. Donc très bien, j'ai acheté mon détendeur et je suis passé devant, quoi, dans cette allée, Qu'est-ce que j'ai remarqué? Un truc que j'ai balancé sur Instagram. Il ne faut pas compter. Ou ne pas compter, tout simplement. Un gros truc, ne pas compter. Et derrière, il y avait quoi? Il y avait des cordes. Elles étaient très belles, les cordes. Des cordes vertes, des cordes rouges, des cordes en chanvre. Les cordes, c'est quoi? C'est les cordes combien chacun d'entre nous, à notre âge, on a de copains qui se sont pendus, qui ont pris la transversale, qui ont pris la perpendiculaire. Moi, il y en a encore un, là, pile, voilà, ça fait pile un an, là, juste. Donc, quand tu regardes une corde, c'est pas simplement le poème en prose de Baudelaire sur la corde du pendu. Mais c'était belle, ces cordes. Et tout d'un coup, là, j'étais dans ces trucs, là, vous savez, sur mes impros, là, 135 façons de sauver la Terre. Au départ, est-ce que je prends la tronche? Je prends la tronche de Jean Barbin. Et Jean Barbin propose des improvisations qui s'intitulent « 135 façons de sauver la Terre ». Mais si ça se répète trop, ça ne m'amuse plus. Il a tort que ça ne l'amuse plus. C'était un projet très sérieux. Ouais, mais j'ai envie de le faire pour moi. Donc l'idée, se dire, est-ce que je suis capable d'entrer en perf devant un public, avec Pifarelli ou pas, et de tenir 40 minutes en disant, moi, dans ma tête, j'ai les 135 projets. Et je prends celui-ci, je prends celui-là, et je refais en direct des impros. C'est-à-dire, je peux pas apprendre un texte et le restituer. C'est le métier de l'acteur, j'en dispose pas. Mais comment on peut travailler ce genre de truc? Et il me faut un marqueur matériel. Donc dans la tête, et là avec la corde, putain, mais t'achètes ta corde, t'achètes cette corde de 25 mètres. Et pendant 40 minutes, tu tires ta corde, et dessus, t'as gribouillé avec un tout petit truc. 135 façons de sauver la Terre. On transforme toute la Terre en musée, et la Terre devenue musée, on la contemple, on l'admire, on lui fait plus de mal. Là, ça dure 4 secondes, et tu continues de tirer la corde. Et tu as une autre petite truc. Ou alors, je dis, mais tu pourrais aussi acheter des étiquettes. Il y en a, non pas à Brico Dépôt, mais juste à côté, il y a Bureau Terre. Tu passes à Bureau Terre, et t'achètes 200 étiquettes, 135 étiquettes, et 135 étiquettes que tu mets sur ta... Et donc, tu te dis, ah là, si j'ai ma corde, et que j'arrive avec ma grande corde, et que je tire ma corde, et puis que je trouve... Voilà, ça, c'était mon point. Donc, j'avais marqué, carnet, la corde verte. Ben, vous l'avez eu. Point suivant. Là, j'ai rattrapé du temps. Celui-ci, je vais vous le lire.
Dans une salle de banlieue, on doit faire une lecture. Les gens attendent, assez nombreux. Je suis assez troublé parce que je n'ai rien préparé, du moins rien qui convienne vraiment au contexte, alors que les autres lecteurs sont déjà tout enfoncés dans leur dispositif. Dans le public, je remarque Antoine Aimaz. Et plus loin, peut-être Éric G, histoire de la corde. Mais ça pourrait aussi bien être un deuxième Aimaz. Je lui lance à la volée comme en plaisantant. Ah, les morts sont avec nous aujourd'hui, puisqu'Antoine Aimaz est décédé. Plus tard, je suis assis au premier rang, en attendant que ça commence, mais je ne sais toujours pas ce que je dirais sur scène. Toujours cette histoire-là de faire une perf en impro. Et la personne qui ressemble à Antoine Aimaz est juste derrière moi. Ça, je m'en souviens. Tout près, tout près. Un peu sur le côté. Je lui souris pour lui faire comprendre que c'était une plaisanterie un peu plus tôt. Et peut-être même, lui, ça lui est pas venu à l'idée, ce monsieur, que quand je disais « Ah, aujourd'hui les morts sont avec nous », peut-être que je regardais quelqu'un derrière lui, ou peut-être que c'était une fantaisie intérieure. Alors, mais en même temps, je sens que c'est pas ça. Là, je découvre que c'est vraiment, à côté de moi, Antoine Aimaz, mort. Voilà, ça c'est les activités du matin, c'est ce qu'on note. C'est pas toujours des rêves, mais le fait d'avoir cette période de densité, tout ça, il y a aussi pas mal de rêves. Dernier point, celui-là il est tout frais, mais j'avais peur de pas m'en souvenir. C'est pour ça que je me suis dit, allez, ton carnet, tu le fais là tout de suite, le matin. Il fait jour maintenant d'ailleurs, et t'attends pas. L'idée d'écrire beaucoup, c'est-à-dire d'avoir ce temps du matin sur mon petit carnet, là, sur l'écran. Vous voyez, en plus, je l'écris blanc sur fond noir, donc je peux le faire dans la pièce quasiment dans l'obscurité. Et l'idée d'écrire beaucoup, c'est-à-dire que tu dis des trucs, et c'est vrai, je l'avais parlé dans les autres carnets, c'est-à-dire que tu écris des trucs intimes, parce que tu as besoin de l'écriture pour déverrouiller des trucs intimes. Et puis ensuite, tu dis, non, ça... c'est pas publié, donc ça sert à quoi? Je veux pas l'archiver, et puis je veux pas même des trucs, il y a tellement de machins, le livre de Denis Roche, là, où il y a toutes ces scènes, la description de toutes ces scènes d'amour. Bon, c'est très bien, je veux pas dire de trucs, mais moi je veux pas laisser des machins comme ça. Donc, en fait, j'efface. J'écris et j'efface. Si t'écris et que t'effaces, où est le reste? Eh ben, hier soir, c'était vers 23h, c'est pour ça que j'ai voulu me dire, tu notes juste l'idée, et puis ensuite... là, il faut que tu enregistres vite, tandis que l'idée, elle est encore un peu tremblante, un peu vivante. Ces idées d'écriture, c'est quoi qui nous différencie, qu'on soit auteur ou qu'on soit pas auteur? Je dis ça pour Marne-la-Vallée. Bah, c'est tout petit machin qui flotte, c'est tout petit machin qui frôle. On les attrape et on les garde. Alors l'idée, c'était ça. L'idée d'écrire beaucoup, tous les jours, tout ce qui concerne l'intime, et puis de rayer. C'est pas vrai, tu rayes pas. Là, ça renvoie à Mougin, Vial et à Géffen sur la notion du régime numérique. C'est-à-dire, t'effaces, mais si t'effaces, qu'est-ce qui te garantit? Par exemple, le petit disque Time Machine, le Word qui archive toutes les 10 minutes, à quelle vitesse t'effaces? Qu'est-ce que t'as pu... ces sauvegardes que tu gardes 24 heures ou un mois. Donc c'est quand même une idée, quand tu rayes ou que tu effaces, il y a aussi un régime temporel de gestion des données. Et puis là, ça passe dans mon Dropbox immédiatement. Donc le Dropbox, lui, c'est une sorte d'actualisation permanente. Donc c'est compliqué cette affaire de rayer, d'effacer en régime numérique, quand on est adepte de l'écriture en ligne. Mais là, je ne suis pas en ligne. Mais en fait, mon ordinateur est en ligne, même si moi, je suis seulement dans le rapport de concentration avec l'ordinateur sans me servir de la publication en ligne. Puis de rayer, d'effacer, faire disparaître. Ensuite, le même auteur écrit une description la plus exhaustive, précise et complète possible de ce qu'il a supprimé. C'était ça l'idée. C'est-à-dire, t'effaces, t'écris, t'effaces. Puis ensuite, ce que t'écris ou que tu notes, c'est la description la plus précise possible de ce que tu as supprimé. Est-ce que c'est la même chose? À quel moment ça peut commencer à être la même chose? Il complète parfois de notes sur ce qui sépare la description de ce qui a été supprimé. Humblement à votre service, ce que j'ai dans la tête. Ces jours-ci, c'était les carnets de la semaine. À la semaine prochaine pour la suite.